Diego, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Vous êtes à Bordeaux là en ce moment, c'est ça? je suis confiné à Bordeaux, oui, D'accord. dans des conditions assez agréables, privilégiées, mais je suis confiné à Bordeaux. Ok. Et pouvez-vous nous en dire plus par rapport au confinement français en ce moment? Parce que tous les soirs, on a l'impression que la gravité avance. Il y a l'armée Hum. maintenant qui a été appelée avec un nom d'opération dont je me rappelle plus. Dans les faits, ça veut dire quoi en ce moment? Bah, ça veut dire que théoriquement, les gens qui n'ont pas une nécessité absolue de sortir, c'est-à-dire pour aller à un travail encore ouvert, je parle de la santé, la protection de l'ordre, etc., l'incendie, ou pour faire des courses en proximité, bah, les gens n'ont pas le droit de sortir, restent chez eux. Et théoriquement, l'armée et la police sont supposés veiller à ça. On doit remplir un bulletin de sortie qui est imprimable à partir d'Internet. Du reste, c'est toujours amusant parce qu'on croit que tout le monde a Internet. En fait, il y a un tiers de la population qui n'a pas accès, hein, peu importe. Donc, on met notre heure de sortie, on a une heure, on peut être contrôlé. Moi, je suis pas sorti depuis plusieurs jours. Là, je vais sortir pour aller voir ma maman, quand même, qui a 95 ans, mais elle est dans un périmètre éloigné. Je pourrais être ennuyé. Voilà. Donc, c'est un confinement qui est quand même assez strict D'accord. et qui s'impose parce qu'on est dans une situation quand même assez explosive, potentiellement explosive, D'accord. pour des raisons variables. C'est-à-dire que probablement il y a d'autres pays qui ont pris d'autres options, voilà, qui se sont mieux protégés. Je pense au Japon, à la Corée, voire à l'Allemagne. Et puis il y en a d'autres dans lesquels c'est l'hécatombe. Je pense à l'Italie, l'Espagne, et j'espère pas la France. D'ailleurs, je voulais en venir ici en fait. Moi, ce que beaucoup de gens me demandent et ce que je me demande moi-même, comment comprendre cette différence entre la Chine et d'autres pays. La Chine, il y a quand même, c'est parti de là-bas, a priori, il y a 1 milliard d'habitants. Il y a Ah, oui, plus d'1 milliard. A priori, ils en sortent quand même doucement. oui, Euh, et il y a, au niveau des contaminés comptabilisés, on va dire, au niveau des morts, quand on voit ce qui se passe en Italie, en Espagne et potentiellement en France maintenant, c'est oui. complètement différent. Comment expliquer ça? Les gens sont vraiment perturbés par ça. Oui, alors bon, il y a des raisons épidémiologiques qui ne sont pas toutes comprises, hein, du reste. Bon, alors d'abord, la Chine, quitte à être bien vue à nouveau, c'est quand même enfin, pas une dictature, mais enfin, c'est un pays quand même extrêmement coercitif, où il est possible d'appliquer des règles qui, chez nous, quand même, passeraient mal. C'est-à-dire que Mm. on vous nourrit pratiquement en vous jetant une gamelle devant votre porte, vous n'avez pas le droit de sortir, ils ont été confinés extrêmement longtemps. Donc c'est des mesures paramilitaires qui ont peut-être contenu l'épidémie. Bon, ceci dit, on ne comprend pas tout de la Chine, d'où effectivement toute une série de théories complotistes. Les Chinois ont fabriqué un virus, ils nous l'ont balancé, ils s'en sortent mieux que nous, on va être ruinés, etc. Bon, je pense pas. Je pense qu'il y a eu vraiment des mesures que personne ne pouvait appliquer, sauf en Corée du Nord ou dans deux ou trois dictatures qui subissent sur la planète. Le Japon, c'est différent. C'est un pays d'abord qui a une tradition de protection très forte. On est en été, quand on va au Japon, on riait avant de voir ces gens. Ouais, ouais, ouais. euh, et en fait, ils avaient raison. Et donc, il y a eu, dès qu'il y a eu la moindre alerte venant de Chine, alors là, pratiquement tout le monde s'est masqué. Comme ils se touchaient pas, il y a eu très peu de propagation. Puis il y a un autre effet au Japon, c'est qu'il y a eu cette histoire du paquebot qui a été mis en quarantaine, qui a fait un gros bruit dans les médias, et ça a fait chuter, évidemment, l'immigration touristique au Japon. Les Chinois qui envahissaient Tokyo, Kyoto et compagnie, on les a plus vus, etc. Donc ils étaient un peu protégés. Et puis ils ont une gestion, effectivement, autoprotection qui marche très très bien. Et puis c'est un pays très hygiénique, Ouais. ils se lavent très souvent, etc. La Corée a géré, c'est un modèle très intéressant parce qu'elle a géré idéalement en identifiant tout à fait les porteurs par des moyens modernes, en pratiquant systématiquement les tests, donc pour savoir qui était contaminé, les isoler, etc. Et puis une protection aussi à l'asiatique, donc on a eu très peu de contaminés.
Dans les pays latins, l'Allemagne du reste a utilisé aussi beaucoup l'identification par test, l'isolement, et donc ils ont pour l'instant des statistiques très bonnes. L'exemple inverse, ce sont les pays du sud de l'Europe, l'Italie d'abord qui a été touchée, la Lombardie avec une hécatombe absolue, enfin c'est vraiment dramatique, ils ont beaucoup plus de morts qu'en Chine, et ce n'est pas fini. Parce que la Chine, elle est à 3200 morts. Enfin, c'est assez petit. L'Espagne et effectivement la France. Alors, c'est des pays dans lesquels c'est l'exemple inverse. On se touche, on s'embrasse, on se serre la main. Quand on arrive au boulot, on serre 30 mains, on embrasse 20 femmes, on est très grégaire, on se protège jamais. On se lave pas les mains assez souvent. Bon, donc ça, ce sont des facteurs très importants. Et puis, il y a eu cette impréparation assez incompréhensible, c'est-à-dire pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de test. Donc là, les trois choses essentielles pour contenir l'épidémie étaient absentes. C'est ma prochaine question, en fait. J'ai regardé, il y a à peu près, même, allez, 5-6 semaines, 5-6 semaines de là, les déclarations d'hommes politiques français, de certains médecins aussi, alors que l'hécatombe commençait en Italie, qui disaient quand même plus ou moins, et vous inquiétez pas en France, on est prêt, ça risque pas de faire une grosse hécatombe ici, il faut pas s'alarmer, etc. Et on les voit maintenant à la radio, à la télé, on les entend, qui font certains, en tout cas, leur mea culpa. Comment expliquer ce discours d'il y a 6 semaines par rapport à ça? Oui, alors bon, c'est vrai qu'on peut le voir différemment. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens ont probablement sous-estimé cet ouragan parce que on n'avait pas d'exemple. On a eu la menace du SRAS, mais qui a avorté. Donc on n'avait pas d'exemple d'une grande pandémie. En tout cas, en Europe du Nord, je parle, parce que l'Afrique est régulièrement touchée, je pense à Ebola, par des catastrophes absolues. Nous, on n'a pas eu ces exemples-là. Donc les gens n'avaient pas de base. Ils ont peut-être sous-estimé la gravité de la situation. Enfin, je ne sais pas si on peut leur en vouloir énormément, parce que des bruits circulaient, de reste c'est intéressant de dire finalement ça tuera pas plus, ce qui est possible, il reste qu'une grippe saisonnière, qu'il faut le rappeler, la grippe banale pour laquelle il existe pourtant un vaccin. En France, ça tue sur les années entre 2000 et 10 000 morts, 10 000 personnes. Donc là, je ne sais pas quand il y aura de morts en France, mais enfin, si on est à 5 000, 7 000, 8 000, on sera dans finalement l'étiage de la grippe. Donc il y avait tous ces aspects-là. Et puis je pense que les Français, je pense les Français plus que les Espagnols et les Italiens, étaient toujours persuadés, peut-être en partie à raison, mais en bonne partie à tort, qu'ils ont le meilleur système de santé au monde. Et donc, effectivement, on a une couverture hospitalière, une médecine excellente, un accès gratuit aux meilleurs hôpitaux. Je pense que là, la grande leçon, c'est qu'on va être obligé de déchanter sur un certain nombre de points. L'hôpital est malade, il est à bout, il était à bout avant, puisqu'il y a eu effectivement beaucoup de mouvements sociaux, ou de mouvements de médecins, des démissions avant la crise du Covid, enfin du Corona. Et là, effectivement, on voit quelque chose d'assez exceptionnel, comme une mobilisation des soignants incroyable, qui, oubliant leur rancœur, si j'ose dire, ils y vont, ils font le boulot, mais dans des conditions très difficiles. Donc je pense qu'on a sous-estimé la menace et surestimé notre capacité à répondre. Et puis on a découvert, mais ça, je ne sais pas qui le savait, le problème des pénuries. C'est-à-dire qu'il y ait un nombre très très insuffisant de masques et de gel hydroalcoolique. Les tests, je veux bien comprendre, à la limite. Des tests spécifiques avec une infection. Mais quand même, les masques et le gel, c'est incompréhensible. Voilà, le confinement aussi avec les enfants à la maison, c'est parfois pas super facile. Vous avez parlé de la réponse de la Corée du Sud, de l'Allemagne, etc., et de ces fameux tests, en fait.
parle souvent, là j'ai entendu que l'Angleterre avait commandé ces nouveaux tests là, de 15 minutes où on se pique apparemment le doigt, une goutte de sang, qui sont fiables à 60% des cas a priori. Mais l'Angleterre en a commandé, je crois, 2 millions. La Belgique en a commandé 30 000. D'après vous, est-ce qu'il y a une solution meilleure qu'une autre là, pour les prochaines semaines? Est-ce qu'on devrait massivement tester la population? C'est-à-dire que je pense qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire que je reviens sur les masques. Je veux dire que si quand on nous dit le masque n'est utile que chez les gens infectés et chez les soignants. Bon, ça c'est une chose qui est assez épidémiologiquement aberrante parce que par définition, si on n'a pas de test, on ne sait pas qui est malade. Il faut faire la japonaise dans ce cas-là. C'est tout le monde qui sort devrait avoir un masque pour protéger les autres. Voilà, ça c'est la solution. Test, pas de test, mais je me masque. Ou alors à l'allemande, par exemple, ou à la coréenne, je teste massivement, j'identifie qui est malade, et eux, je les isole. Donc dans ce cas, les autres, il n'y a pas besoin forcément que tout le monde ait des masques. Donc c'est l'un ou l'autre. Le problème de la situation italienne, française et espagnole, c'est qu'on est dans une chose assez aberrante, c'est pas de test, pas de masque. Donc effectivement, on comprend donc la justification du confinement, parce que là, on ne sait pas qui est malade et on risque de l'attraper, de le donner, de le transmettre. Mais je pense qu'il faut faire des choix. C'est soit on se masque en sortant, quand on va faire ses courses, soit on se teste. Mais avoir ni l'un ni l'autre, bon, si on a les deux, c'est évidemment ceinture et bretelles. Mais c'est cette impossibilité aujourd'hui des politiques. Alors, c'est pas forcément une critique. Je pense que l'équipe actuelle se trouve dans une situation ingérable. Elle découvre qu'il n'y a pas de stock de masques. Les tests n'ont pas été fabriqués, n'ont pas été commandés. Donc, il faut gérer avec. Et donc, on a des messages justificateurs a posteriori qui disent le masque, en gros, la population a compris, le masque ne sert à rien, c'est une aberration, le masque, c'est la base. Mais comme il n'y en avait pas, on a dit, on les réserve aux soignants et on les réserve aux gens infectés, mais cette dernière phrase ne veut rien dire. Par définition, s'il n'y en a pas de test, on ne sait pas qui est infecté. Je le suis peut-être, vous l'êtes peut-être. Non, pardon, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose de grave, quoi. Et donc, il faut se contraindre, se confiner, en attendant que l'on ait stock, mais les stocks et de tests, et de masques, et de gel, et de médicaments, et de vaccins. Alors là, c'est pas pour tout de suite, parce que la vague en France, elle arrive là, elle est déjà, et ça va s'aggraver dans les jours et semaines qui viennent. Donc là, c'est trop tard, de toute façon, bon, on n'a pas le choix, on est confiné. Par rapport aux solutions potentielles aussi, il y a tout ce débat en France, en tout cas, avec le docteur Raoult je ne sais pas si on prononce Raoult d'ailleurs, ou Raoult. Oui, dans le sud, on dit Raoult. Je suis de Montpellier, donc. Oui, c'est Raoult. Raoult de Marseille, avec ce médicament, donc l'hydroxychloroquine. Oui, le plaquenil, oui. Qui fait débat. Vous situez-vous, parce que les gens ne comprennent pas non plus. J'ai entendu, en tout cas aux États-Unis, un couple, Trump avait mentionné ce médicament, c'était un des miracles, un couple qui l'a pris comme ça parce qu'ils avaient un rhume et je crois que le mari est mort. Donc, à quoi il sert ce médicament? Est-ce qu'il est utile ou pas? Ou dans quel cas serait-il utile, en fait? Alors, ce médicament, donc l'hydroxychloroquine, qui est commercialisé sous le nom de plaquenil, par exemple, c'est un médicament qui était utilisé dans le traitement du paludisme. Il est dérivé du reste, plus ou moins de la quinine, et même du quinquina qui était utilisé par les Incas, que les conquistadors ont adopté quand ils ont massacré les Indiens. Donc c'est un médicament anti-palu. Et puis après, on y a découvert d'autres propriétés. Il est utilisé dans un certain nombre de maladies à auto-anticorps, des maladies qu'on appelle, nous, en médecine dites de système, le lupus, par exemple, des choses comme ça. Et ça fait quand même plusieurs années, même plus de 10 ans, que l'on a découvert, dans le tube AFC, nous disons, nous, in vitro, que ce médicament inhibe
la multiplication, si j'ose dire, virale, pour simplifier. Enfin, voilà, enfin, limite pourrait limiter les infections virales. Alors, pour un certain nombre de virus, la grippe saisonnière, l'hépatite C, la dengue, le chikungunya, enfin, on a montré ça. Le problème, c'est qu'on n'a jamais montré chez l'homme. Ça marche voilà, au labo, mais on n'a jamais démontré chez un malade infecté que cela soignait. Donc Eric Raoult, donc, qui est quand même un des grands spécialistes mondiaux de l'infectiologie, hein, c'est quand même un très grand bonhomme, hein, il a 3000 publications à son actif, bon, ce qui me paraît démentiel du reste, mais enfin bon, il dirige un énorme laboratoire qu'on appelle un IHU, il a reçu le Grand Prix INSERM, enfin c'est quand même pas un rigolo. Il a rappelé cela et il a donné les résultats d'une étude qu'il a faite sur une trentaine de malades. Malheureusement, cet essai n'est pas pour nous concluant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop dire oui, ça ne marche pas, parce que en fait, d'abord, il y a des malades perdus de vue, enfin, il y a tout un tas de choses, voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, donc ça c'est un peu ennuyeux. Et puis, ce qu'on appelle le critère de jugement, c'est-à-dire la comparaison entre les groupes traités et les groupes non traités, il est plus biologique que clinique, c'est-à-dire qu'il s'est fondé sur ce qu'on appelle la charge virale, enfin l'importance de la contamination virale des patients, et non pas sur leur évolution. Ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce qu'ils meurent moins, est-ce qu'ils sont moins hospitalisés. Et ça, c'était pas son critère de jugement. Donc, on peut pas répondre. Alors, de là, la communauté scientifique, comme toujours, s'est fendue en deux. Les pro-Raoult qui disent il a raison, il faut absolument utiliser ça ou tester ça. Et puis les anti-Raoult qui disent mais c'est scandaleux, comment peut-on oser dire sur des bases aussi floues qu'un médicament marche, de plus ce médicament est dangereux, etc. En fait, la vérité, elle est que, Eric Raoult, à mon avis, est dans son rôle de balancer une hypothèse. On est en guerre, hein, comme dit le président Macron, c'est la guerre. Donc toute voilà, solution possible, il faut quand même l'identifier. Donc là, il est dans son parfait rôle. Et ensuite, à mon avis, plutôt que de le critiquer, il faut se dépêcher à faire un essai qui est très simple à faire, parce qu'il suffit de 50 malades, même pas, ou 60, que malheureusement on va trouver très facilement au rythme où ça va. Et là, avec un critère de jugement très simple, voilà, mort, pas mort, est-ce que ça diminue la mortalité? Et ça prend quelques semaines, comme ça fait déjà 15 jours que la polémique dure, on aurait presque le résultat de l'essai. Et donc, on pourrait trancher, parce que c'est un médicament qui n'est pas anodin, il a une toxicité qui n'est pas négligeable, hein, cardiaque, neurologique, entre autres. Mais évidemment, s'il diminue de moitié la mortalité ou le risque de complications pulmonaires, c'est génial. Voilà. Donc ça, on ne sait pas. Voilà. Mais ça, c'est très français, c'est très latin, on discute, oui, non, non, on le traite d'escroc, de génie, au lieu de se mettre au boulot. Ok. Dernière question, ça va être une question assez rapide par rapport à cette question sur l'immunisation. On en est où par rapport à ça? Si on attrape le coronavirus, le Covid-19, peut-on ensuite l'attraper de nouveau? Parce que si j'ai bien compris, si on était sûr de ça, et qu'on pouvait tester beaucoup de gens, ça changerait pas mal de choses par rapport au confinement au moins. Oui, tout à fait. Alors bon, on est presque sûr de ça, mais tout est dans le presque. Et quand vous êtes face à une catastrophe comme celle-ci, le presque, voilà, il y a le principe de précaution. Donc, voilà. Ce que l'on sait, c'est que pratiquement toutes les infections virales, y compris à coronavirus, parce que coronavirus, il y en a plein, et c'est un virus très répandu en Asie, du reste. Ça, c'est l'équivalent. Nous, on a les rhinovirus, les virus du rhume. Chez eux, ce sont les coronas. Donc, tout ce que l'on sait sur les infections virales et les coronavirus, c'est que si vous l'avez attrapé, dans les mois, voire années qui suivent, en tout cas les mois, vous êtes protégé on sécrète des anticorps, et donc on est protégé. Tout ceci à condition, évidemment, que le virus ne mute pas, parce qu'on est protégé contre ce virus-là. Si jamais il mute, c'est le cas de la grippe saisonnière, hein, c'est que chaque année, pratiquement, on a des souches différentes et on doit adapter le vaccin.
ben là, on n'est pas protégé. Et ça, on n'arrive pas à être certain de ça. Nous pensons, parce qu'il y a quand même quelques exemples, que des gens qui ont eu une forme atténuée, par exemple un gros rhume avec une fatigue très intense, sont maintenant protégés et peuvent être effectivement en contact sans risquer leur peau. Mais il faudra en être sûr, parce que avant de lâcher le confinement, voilà, c'est une autre conséquence aussi, c'est que imaginez que fin avril, on dise aux Français, ça y est, vous pouvez aller jouer au foot, partir où vous voulez, mais qu'il y a encore des foyers dans le monde et le virus peut revenir et que la partie qui n'a pas été infectée, de la population qui n'a pas été infectée, pourrait l'attraper. Voilà. Et s'il n'y avait pas d'immunité, personne ne serait protégé. Ça, donc, il est trop tôt pour affirmer que l'on a vraiment une immunité par contact.